L'Italie est en danger, c'est officiel, on sait quel est le danger pour l'Italie, on a eu les tirages au sort de la qualification pour la Coupe du Monde. Ce qu'il faut vous dire, déjà dans un premier temps, c'est que l'Italie n'a pas disputé la Coupe du Monde depuis 2014. Ça fait 11 ans que la Squadra Azzurra n'a pas disputé de Coupe du Monde, imaginez-vous 11 ans en arrière. Moi, pour ma part, il y a 11 ans, j'avais 19 ans, donc c'est dire qu'est-ce que j'étais en train de faire à 19 ans. Et aujourd'hui, l'Italie est encore dans un bourbier. On a eu le tirage au sort. L'Irlande du Nord dans un premier temps. Dans un second temps, ça sera soit le Pays de Galles, soit la Bosnie. Des équipes normalement qui sont sur le papier abordables, mais on va voir que les équipes abordables pour l'Italie, il y en a plus beaucoup sur les dernières années. Et que ce barrage peut être un petit peu bourbier. Donc pour analyser l'Italie, on va s'intéresser notamment au match qu'on a vu cette semaine où clairement l'équipe d'Italie s'est fait détruire par l'équipe norvégienne, mais une équipe norvégienne qui est en progression, une équipe norvégienne qui est en train de devenir un petit peu un outsider, une équipe à surveiller en fait pour cette Coupe du Monde 2026, qui va pas être une équipe, je pense, ridicule, qui a... Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe en Norvège parce que c'est pour moi un pays qui évolue au niveau du foot. Il y a beaucoup plus de jeunes joueurs intéressants, de jeunes qui s'installent dans les grands clubs européens. Et pour le coup, je pense qu'ils vont avoir une sélection sur la Coupe 2026 qui va être très intéressant à observer et analyser. Mais avant ça, donc on va analyser notamment comment Haaland et ses compères ont détruit la Squadra Azzurra cette semaine et qui ont emmené un petit peu plus en fait dans les barrages cette équipe d'Italie, même si l'Italie il fallait qu'il y ait 9-0 je crois pour passer devant la Norvège, donc voilà, mais ils se sont fait quand même enfoncer chez eux 4-1. Pour la revue d'effectifs, on va s'intéresser du coup plutôt à l'Italie. Donnarumma dans les buts, Bastona, Mancini en défense centrale, Di Lorenzo à droite, Di Marco à gauche, Fratesi, Locatelli au milieu de terrain, Politano à droite, Barella à gauche, Barella qui était un petit peu évidemment plus axial, Retegui devant et Esposito en attaque. Bon, qu'est-ce qui se passe tactiquement avec Gattuso et pourquoi cette Squadra Azzurra ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'elle a du mal? Pourquoi est-ce qu'elle se met en danger? On va observer ça d'abord dans la non-possession, entre guillemets, les phases où ils sont en phase défensive. Et ce qui est intéressant, ce qui est même crucial pour moi, c'est de regarder justement le positionnement sur les relances de 6 mètres. Car ça définit tout de suite ce que veut un entraîneur et quelle intensité il met dans sa récupération du ballon. Bon là vous avez une pression, un pressing de la part de l'équipe d'Italie. On voit la première ligne de pression avec des orientations plutôt individuelles. Cependant, ce qu'on peut voir sur cette situation-là, c'est qu'on a une équipe qui est très peu compacte. On a 4 joueurs qui sont hauts sur le terrain, 4 joueurs qui sont censés en marquer 6. Donc déjà, ça pose un problème. Et la distance entre chacun d'eux est beaucoup trop grande. Et notamment, ce qu'on voit sur cette situation-là, c'est que lorsque la Norvège arrive à sortir un petit peu de la pression, on va tout de suite voir que le reste de l'équipe n'est pas du tout connecté, comme vous voyez là sur la situation, où ils sortent du pressing et on a un 6, une sentinelle qui est tout seul avec une grande capacité de pouvoir avancer dans le terrain et déjà 2 joueurs d'éliminer, plus un joueur qui est en train de courir pour revenir dans son bloc. Bon, sur le plan défensif, l'équipe d'Italie jouait en 5-3-2. 5 défenseurs, 3 milieux qui sont plutôt centrés, notamment avec Barella qui revenait au centre, et 2 attaquants qui sont censés chasser. Mais là, on peut le voir sur cette situation-là. On peut voir dans cette situation-là, c'est que lorsque la Norvège jouait d'un côté, bien évidemment, le défenseur de ce côté-là est censé monter pour apporter du pressing. Ce qu'on voit là de la part Di Marco, c'est évidemment qu'il monte à la hauteur des milieux pour mettre un pressing, mais du coup libère un espace dans son dos que Bastoni doit couvrir. Et ces situations-là, la Norvège les a beaucoup exploitées, d'aller chercher les demi-espaces dans le dos des latéraux italiens pour offrir des 1 contre 1 contre les défenseurs centraux ou bien des 2 contre 2. Et lorsqu'on regarde le 4e but notamment de la Norvège, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez le milieu de terrain qui est dépassé par la situation avec un Norvégien qui progresse dans le terrain. 3 défenseurs qui sont censés couvrir cet espace-là, mais qui offrent beaucoup d'espace dans leur dos. On trouve ensuite l'attaquant qui est en position de 2 contre 2 sur un côté. L'attaquant norvégien évidemment fixe son défenseur.
Le défenseur qui est du côté opposé n'est pas du tout en position de couverture. Strand Larsen est du coup a le temps de prendre à l'intérieur et ensuite de finir l'occasion. L'autre but d'Haaland est aussi un exemple des problèmes italiens défensifs, avec des défenseurs qui ne se déplacent pas latéralement et qui sont constamment dans le retard. Bastoni il se déporte sur le côté pour engager un duel avec le porteur de balle sur le côté. Mais comme le défenseur central ne parvient pas à rester au contact, Haaland prend l'avantage et réussit à finir sur un centre. Dans la plupart du temps, l'équipe italienne aussi, dans la phase de possession, pour le coup, puisqu'on change d'un petit peu, on fait la transition, on passe sur la possession, l'Italie a plutôt bien géré sa possession, même si dans certaines situations, notamment celle-là, on voit que le bloc norvégien était plus dans la volonté de couper les lignes de passe et les passes verticales venant de derrière étaient plus compliquées. Donc on a vu pas mal d'erreurs sur la volonté de casser des lignes par la passe de la part des Italiens. Là on voit Bastoni qui force une passe pour casser la ligne. À ce moment, les joueurs norvégiens sont bien placés. On a une autre situation où la Norvège parvient aussi à couper une passe verticale. En fait, dès qu'ils cherchaient l'axe du terrain, ils étaient souvent bien bloqués par les Norvégiens. Et là, pour le coup, c'est plus le bloc norvégien qui était bien structuré. Et dans plusieurs situations, faute justement de déplacement, faute aussi de proposition de la part de l'Italie, on s'est retrouvé plusieurs situations où on aurait pu avancer, comme cette situation-là, où on trouve un joueur dans un espace et au lieu d'avancer, on reste derrière, on manque de propositions. Là, le joueur que vous voyez brumé, c'est la position qu'il avait exactement. Et le joueur que vous voyez juste là, c'est là où il aurait dû être en fait pour faire progresser le jeu. Pareil avec le défenseur un petit peu plus haut, qui aurait pu être source de propositions pour le milieu de terrain, pour avancer dans le terrain. Mais au lieu de ça, on fait une passe et on est obligé de revenir derrière pour reproposer autre chose. On a un autre exemple avec, là pour le coup, un milieu de terrain qui reçoit une passe venue du côté. Comme il y a deux adversaires qui viennent faire le pressing sur la première touche de balle, il finit par rater sa passe parce qu'il va être pris sous la défense norvégienne. Et pour le coup, un milieu de terrain qui fait un appel vers justement ce milieu de terrain qui va être en difficulté aurait été peut-être une décision judicieuse. Mais au lieu de ça, encore une fois, on manque de propositions au milieu de terrain pour l'Italie. Et comme l'axe s'est retrouvé bloqué, qu'est-ce qu'a voulu faire l'Italie? Ils ont voulu abuser. Ils ont voulu changer un petit peu leur jeu et passer plus sur des ballons longs. Et là, on va le voir notamment avec cette petite vidéo où le jeu est forcé parce que le bloc n'est pas déstabilisé. Donc on cherche à allonger, mais c'est très bien vu par le latéral norvégien et ça ne pose aucun souci. On va le voir avec une autre situation où encore une fois, on est à l'opposé. On cherche à faire une transversale mais qui va être beaucoup trop forcée vu le décalage n'est pas fait, le bloc norvégien n'est absolument pas déstabilisé. Pour le défenseur norvégien, on laisse une distance de cadrage pour être sûr qu'il contrôle le ballon et après j'intercepte. Du coup l'italien là n'a pas le temps, il voit que le défenseur est sur lui et du coup réalise un mauvais geste technique qui fait perdre le ballon à l'Italie. Bon après, je profite de cette occasion pour aller maintenant un petit peu sur la Norvège et voir qu'est-ce qui a embêté l'Italie et pourquoi la Norvège a été si fort sur ce match-là. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que, on l'a vu juste avant, c'est que les Norvégiens ont bloqué l'axe du terrain pour les Italiens. Et on peut le voir ici avec cette situation-là, qu'un joueur norvégien vient tout de suite presser le défenseur central italien dès sa première touche de balle pour qu'il se débarrasse du ballon latéralement et que le ballon aille sur un côté plutôt que dans l'axe. Et c'est ce qu'on va voir sur d'autres situations, c'est que la volonté de Solbakken, le sélectionneur norvégien, c'est toujours éloigner les équipes adverses de l'axe du terrain. Ce sont les zones dangereuses et chaque fois qu'un joueur a la possibilité, comme on peut le voir là, de venir dans l'axe, on met deux joueurs, on bloque le retour axial et on oblige, on contraint le défenseur à aller sur le côté, s'enfermer sur un côté. On le retrouve aussi dans une autre situation. Là, pareil, encore une fois, on peut avoir des solutions dans les demi-espaces, dans le dos des défenseurs. Mais on met un milieu en plus pour bloquer ce retour dans l'axe du terrain par une passe ou par un dribble. Et là où a été fort aussi la Norvège plus que l'Italie, c'est la gestion des temps faibles. La Norvège n'a pas eu peur, entre guillemets, de baisser son bloc lorsqu'il le fallait. Quand ils savaient qu'il y avait un temps faible et qu'ils étaient en difficulté, ils n'ont pas hésité à reculer pour remettre plus de joueurs devant le ballon et pouvoir défendre ensemble, être beaucoup plus compact. Et donc là, on va le voir sur cette situation-là, où on a déjà 3 défenseurs autour du porteur de balle, et lorsqu'on a une offensive italienne qui peut être dangereuse,
On a un bloc de joueurs, regardez, on a 4 et 5. On a 9 joueurs qui sont en train de reculer, mais qui sont impliqués dans cet effort défensif. Et quelques secondes plus tard, après que l'Italie ait fait justement ce décalage, eh ben on voit le nombre de Norvégiens dans la surface pour défendre sur un centre venu de la droite. Une densité forte dans la surface pour empêcher justement cette équipe italienne d'être forte dans la surface de réparation. Ce qui a bien fait aussi offensivement la Norvège, au-delà de bien défendre, ils ont aussi bien attaqué parce que pour mettre 4 buts, la Norvège a joué avec 2 attaquants, Haaland et Sørloth, qui sont 2 attaquants grands, deux attaquants qui sont plus dans la volonté d'avoir le ballon dans les pieds, même si Haaland a aussi une pointe de vitesse pour dépasser les défenseurs, mais ces 2 joueurs avec des gabarits très solides, très forts. Et ces 2 joueurs qui, en permutant ensemble, peuvent être très dangereux. Et là, on va le voir notamment sur cette occasion où Sørloth vient demander le ballon dans les pieds et du coup libérer un espace dans son dos, dans le dos des défenseurs centraux. Forcément, un latéral italien qui vient couvrir l'espace dans le dos et du coup libère de l'espace sur le côté pour un Nuzza qui évidemment est une révélation un petit peu norvégienne, qui est un attaquant très fort aussi sur son côté gauche. Et le fait de libérer un espace, d'avoir un Italien qui couvre dans le dos, c'est une bonne situation défensive de la part de l'Italie. Il faut couvrir toujours le milieu du terrain. Mais du coup, il libère de l'espace sur leur côté. Et on va le voir que Nuzza n'hésite pas à attaquer ce côté-là pour ensuite provoquer l'égalisation. Bon, évidemment, c'est pas que de la faute de l'Italie, il y a aussi une grande qualité technique et une bonne stratégie norvégienne. Et le premier but d'Haaland témoigne aussi de la capacité de la Norvège à utiliser les petits espaces. Encore une fois, on a Nuzza sur le côté gauche qui est un perturbateur qui vient provoquer, qui vient mettre du danger. Et il s'ouvre un petit demi-espace où il va pouvoir envoyer le ballon à son milieu de terrain. Le milieu s'ouvre un petit espace, feinte, on part de l'autre côté, centre au deuxième poteau pour un Erling Haaland qui, un petit peu à l'image de la vidéo de Mateta, se fait oublier des défenseurs dans le dos et termine par une magnifique frappe à bout portant. Donnarumma ne peut rien faire au vu de la vitesse de la frappe et de la proximité d'Erling Haaland avec les buts. Et l'attaquant Citizens permet à la Norvège de repasser devant à la 77e minute. Bon, quelle est la conclusion de ce match et qu'est-ce qu'on peut en faire sur l'Italie? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Italie a du mal à maintenir son organisation défensive. Elle a des problèmes de couverture mutuelle. Il y a un problème de connexion entre les joueurs. Et c'est peut-être aussi un petit peu pour ça que Gattuso a voulu faire une espèce de ritero avec la sélection italienne avant les barrages justement pour la Coupe du Monde. Qui est un petit peu drôle quand on sait les adversaires qui jouent. Il laisse aussi beaucoup d'espace entre leurs lignes, on l'a vu sur le pressing, où il y a une première ligne de défenseurs qui vient faire du pressing, et le reste de l'équipe est beaucoup trop bas, n'est pas connecté avec sa première ligne défensive. Je pense que pour l'Italie, il y a besoin de faire un travail sur le fait de rester compact, du travail de position, d'être connecté et positionné ensemble en équipe sur le terrain. Et en possession du ballon, on a aussi vu des renversements de jeu de la part de l'Italie sur des moments où l'équipe en face n'est pas déstabilisée, elle n'est pas fixée sur un côté, et du coup ne crée pas de décalage, ne gagne pas de temps sur la défense adverse. Et je pense que l'Italie, notamment offensivement, manque d'options aujourd'hui. Il manque d'options et elle est contrainte de jouer un petit peu par situation de 1 contre 1, des individualités qui peuvent créer l'exploit, mais elle manque de cohésion collective en attaque. En face, la Norvège, elle a fait preuve d'une structure défensive compacte. Voilà, une équipe qui se connaît et une équipe qui défend ensemble. Et défensivement, elle a réussi à maintenir l'Italie à distance de son but pour éviter au maximum le danger. Et en possession du ballon, les Norvégiens ont su exploiter les moindres espaces que les Italiens leur ont offert. Et pour le coup, on a vu une équipe de Norvège beaucoup plus rapide, beaucoup plus déterminée, une équipe beaucoup plus en place que l'équipe d'Italie. Et le résultat, du coup, est sans appel. Maintenant, qu'est-ce qui attend l'Italie? Une équipe d'Irlande qui a fini 3e de son groupe, derrière l'Allemagne et la Slovaquie. Une équipe d'Irlande du Nord qui a gagné notamment contre la Slovaquie, qui n'a perdu que 1-0 contre l'Allemagne chez elle, donc une équipe qui est capable de réaliser des bons matchs. Donc est-ce que l'Italie est en danger?
en mars prochain contre une équipe normalement d'Irlande du Nord qui est balayée par cette équipe italienne, mais l'Italie va mal, l'Italie est en danger, l'Italie va être à surveiller. Mais en même temps, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais ils ne passent pas, bah c'est que tout simplement, ils ne méritaient pas en fait d'aller à cette Coupe du Monde. Et au pire, s'ils y vont et qu'ils y passent avec des matchs compliqués contre l'Irlande du Nord, et après encore un match bourbier, imaginons pénaux, etc., contre une équipe de Pays de Galles et une équipe ou bien une équipe de la Bosnie, qu'est-ce que va proposer l'Italie en juin prochain à la Coupe du Monde? C'est la question. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'équipe d'Italie. Est-ce que vous la voyez faire quelque chose ou changer en quelques mois pour devenir une grande équipe d'Italie? Pour moi, c'est une équipe qui manque d'un vivier fort, notamment offensivement. C'est beaucoup moins fort qu'il y a quelques années. Défensivement, c'est moins solide aussi qu'il y a quelques années. Ça manque d'expérience, ça manque de cohérence. Et on verra bien ce qui se passe à la Coupe du Monde s'ils y sont quand même. L'Italie est quand même une des nations fortes du football mondial, donc ça serait quand même mieux de l'avoir à la Coupe du Monde. Mais si jamais ils sont pas là, ça sera au détriment d'une autre équipe qui l'aura mérité. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!